L'an 2440. Rêve s'il en fut jamais. De Louis-Sébastien Mercier. Chapitre 22. Singulier monument. Je sortais du temple. On me conduisit dans une place non éloignée pour considérer à loisir un monument nouvellement bâti. Il était en marbre, il aiguisait ma curiosité et m'inspira le désir de percer le voile des emblèmes dont il était environné. On ne voulut pas m'expliquer ce qu'il signifiait, on me laissa le plaisir et la gloire de le deviner. Une figure dominante attirait tous mes regards. À la douce majesté de son front, à la noblesse de sa taille, à ses attributs de concorde et de paix, je reconnus l'humanité sainte. D'autres statues étaient à genoux, et représentaient des femmes dans l'attitude de la douleur et du remords. Hélas! L'emblème n'était pas difficile à pénétrer. C'étaient les nations figurées qui demandaient pardon à l'humanité des plaies cruelles qu'elle lui avait causées pendant plus de 20 siècles. La France, à genoux, implorait le pardon de la nuit horrible de la Saint-Barthélemy, de la dure révocation de l'édit de Nantes, et de la persécution des sages qui naquirent dans son sein. Comment avec la douceur de son front commit-elle de si noirs attentats? L'Angleterre abjurait son fanatisme, ses deux roses, et tendait la main à la philosophie. Elle promettait de ne plus verser que le sang des tyrans. La Hollande détestait ses partis de Gomard et d'Arminius, et le supplice du vertueux Barnevelt. L'Allemagne cachait son front altier, et ne voyait qu'avec horreur l'histoire de ses divisions intestines, de ses fureurs énergumènes, de sa rage théologique, qui avait singulièrement contrasté avec sa froideur naturelle. La Pologne avait en indignation ses méprisables confédérés, qui, de mon temps, déchirèrent son sein et renouvelèrent les atrocités des croisades. L'Espagne, plus coupable encore que ses sœurs, gémissait d'avoir couvert le nouveau continent de 35 millions de cadavres, d'avoir poursuivi les restes déplorables de 1000 nations dans le fond des forêts et dans les trous des rochers, d'avoir accoutumé des animaux, moins féroces qu'eux, à boire le sang humain. Mais l'Espagne avait beau gémir, supplier, elle ne devait point obtenir son pardon. Le supplice lent de tant de malheureux condamnés aux mines devait déposer à jamais contre elle. Le statuaire avait représenté plusieurs esclaves mutilés, qui criaient vengeance en regardant le ciel, on reculait d'effroi, on croyait entendre leurs cris. Un marbre veiné de sang composait sa figure, et cette couleur effrayante était ineffaçable, comme la mémoire de ses forfaits. On voyait dans le lointain l'Italie, cause originelle de tant de maux, première source des fureurs qui couvrirent les deux mondes, prosternée et le front contre terre, elle étouffait sous ses pieds la torche ardente de l'excommunication. Elle semblait n'oser avancer pour solliciter son pardon. Je voulus considérer de près les traits de son visage, mais un coup de foudre récemment tombé l'avait défigurée, et lorsque je m'approchai elle était méconnaissable et toute noircie des feux du tonnerre. L'humanité radieuse levait son front touchant au milieu de ces femmes humbles et humiliées. Je remarquai que le statuaire avait donné à son visage les traits de cette nation libre et courageuse qui avait brisé les fers de ses tyrans. Le chapeau du grand L ornait sa tête, c'était le diadème le plus respectable qui ait jamais ceint le front d'un monarque. Elle souriait à l'auguste philosophie, sa sœur, dont les mains pures et blanches étaient étendues vers le ciel qui la regardait d'un œil plein d'amour. Je sortais de cette place, lorsque vers la droite j'aperçus sur un magnifique piédestal un nègre, la tête nue, le bras tendu, l'œil fier, l'attitude noble, imposante. Autour de lui étaient les débris de 20 sceptres. À ses pieds on lisait ces mots, « Ô vengeur du nouveau monde ». Je jetai un cri de surprise et de joie. Oui, me répondit-on avec une chaleur égale à mes transports. La nature a enfin créé cet homme étonnant, cet homme immortel, qui devait délivrer un monde de la tyrannie la plus atroce, la plus longue, la plus insultante. Son génie, son audace, sa patience, sa fermeté, sa vertueuse vengeance ont été récompensés, il a brisé les fers de ses compatriotes.
Tant d'esclaves opprimés sous le plus odieux esclavage, semblaient n'attendre que son signal pour former autant de héros. Le torrent qui brise ses digues, la foudre qui tombe, ont un effet moins prompt, moins violent. Dans le même instant ils ont versé le sang de leurs tyrans. Français, Espagnols, Anglais, Hollandais, Portugais, tout a été la proie du fer, du poison et de la flamme. La terre de l'Amérique a bu avec avidité ce sang qu'elle attendait depuis longtemps, et les ossements de leurs ancêtres lâchement égorgés ont paru s'élever alors et tressaillir de joie. Les naturels ont repris leurs droits imprescriptibles, puisque c'étaient ceux de la nature. Cet héroïque vengeur a rendu libre un monde dont il est le dieu, et l'autre lui a décerné des hommages et des couronnes. Il est venu comme l'orage qui s'étend sur une ville criminelle que ses foudres vont écraser. Il a été l'ange exterminateur à qui le Dieu de justice avait remis son glaive, il a donné l'exemple que tôt ou tard la cruauté sera punie, et que la Providence tient en réserve de ces âmes fortes qu'elle déchaîne sur la terre pour rétablir l'équilibre que l'iniquité de la féroce ambition a su détruire. Chapitre 23. Le pain, le vin, etc. J'étais si charmé de mon conducteur, que je craignais à chaque instant qu'il ne me quittât. L'heure du dîner était sonnée. Comme j'étais loin de mon quartier, et que tous les gens de ma connaissance étaient morts, je cherchais des yeux quelque traiteur pour l'inviter poliment à dîner et reconnaître du moins sa complaisance, mais à chaque pas je perdais la carte. Je traversai plusieurs rues sans rencontrer un seul bouchon. Que sont devenus, m'écriai-je, tous ces traiteurs, tous ces aubergistes, tous ces marchands de vin, qui, unis et divisés dans le même emploi, étaient toujours en procès et peuplaient jadis cette grande ville? On en rencontrait 2 pour 1 à chaque carrefour? C'était encore là un des abus que votre siècle laissait subsister. On tolérait une falsification mortelle qui tuait les citoyens en santé. Le pauvre, c'est-à-dire, les 3/4 de la ville, qui, ne pouvant faire venir à grands frais des vins naturels, entraînés par la soif, par le besoin de réparer ses forces abattues, trouvait après le travail une mort lente dans cette boisson détestable, dont l'usage journalier cachait la perfidie. Les tempéraments étaient affaiblis, les entrailles desséchées. Que voulez-vous? Les droits d'entrée étaient devenus si excessifs qu'ils surpassaient de beaucoup le prix de la denrée. On eût dit que le vin était défendu par la loi, ou que le sol de la France fût celui de l'Angleterre. Mais peu importait qu'une ville entière fût empoisonnée, pourvu que le bail des fermes haussât d'année en année. Il fallait que le papier timbré ruinât les familles, que le vin fût hors de prix, pour satisfaire l'horrible avidité du traitant. Et comme les grands ne mouraient point de ce poison caché, il leur était fort indifférent que la populace disparaisse, c'était ainsi qu'ils appelaient la partie laborieuse de la nation. Comment se pouvait-il qu'on eût détourné les yeux volontairement d'un abus meurtrier et aussi funeste à la société? Quoi? L'on vendait publiquement du poison dans votre ville, et l'exactitude du magistrat s'est trouvée en défaut? Ah, peuple barbare! Parmi nous, dès que le mélange trompeur se fait sentir, ce crime est capital, l'empoisonneur est mis à mort, mais aussi nous avons balayé ces vils maltotiers qui corrompent tous les biens qu'ils touchent. Les vins arrivent sur les marchés publics tels que la nature les a façonnés, et le bourgeois de Paris, riche ou pauvre, boit actuellement un verre de vin salutaire à la santé de son roi qu'il aime, et qui est sensible autant à son estime qu'à son amour. Et le pain, est-il cher? Il reste presque toujours au même prix, parce qu'on a sagement établi des greniers publics, toujours pleins en cas de besoin, et que nous ne vendons pas imprudemment notre blé à l'étranger, pour le racheter 2 fois plus cher 3 mois après. On a balancé l'intérêt du cultivateur et du consommateur, et tous deux y trouvent leur compte. L'exportation n'est pas défendue, parce qu'elle est très utile, mais on y met des bornes judicieuses. Un homme éclairé et intègre veille à cet équilibre, et ferme les portes dès qu'il penche trop d'un côté.
D'ailleurs, des canaux coupent le royaume et permettent une libre circulation. Nous avons su joindre la Saône à la Moselle et à la Loire, et opérer ainsi une nouvelle jonction des deux mers, infiniment plus utile que l'ancienne. Le commerce répand ses trésors d'Amsterdam à Nantes, et de Rouen à Marseille. Nous avons fait ce canal de Provence, qui manquait à cette belle province favorisée des plus doux regards du soleil. En vain un citoyen zélé vous offrait ses lumières et son courage, tandis que vous payez chèrement des ouvriers frivoles, vous avez laissé cet honnête homme se morfondre pendant 20 ans dans une inaction forcée. Enfin nos terres sont si bien cultivées, l'état de laboureur est devenu si honorable, l'ordre et la liberté règnent tellement dans nos campagnes, que si quelque homme puissant abusait de son ministère pour commettre quelque monopole, alors la justice qui s'élève au-dessus des palais, mettrait un frein à sa témérité. La justice n'est plus un vain nom, comme dans votre siècle, son glaive descend sur toute tête criminelle, et cet exemple doit être encore plus fait pour intimider les grands que le peuple, car les premiers sont 100 fois plus disposés au vol, à la rapine, aux concussions de toute espèce. Entretenez-moi, je vous prie, de cette matière importante. Il me semble que vous avez adopté la sage méthode d'emmagasiner les bleds. Cela est très bien fait. On prévient ainsi, et d'une manière sûre, les calamités publiques. Mon siècle a commis de graves erreurs à ce sujet, il était fort en calcul, mais il n'y faisait jamais entrer la somme épouvantable des abus. Des écrivains bien intentionnés supposaient gratuitement l'ordre, parce qu'avec ce ressort tout roulait le plus facilement du monde. Oh comme on se disputait sur la fameuse loi d'exportation, et pendant ces belles disputes, comme le peuple souffrait la faim. Remerciez la Providence qui gouvernait ce royaume. Sans elle vous auriez brouté l'herbe des champs, mais elle a eu pitié de vous, et vous a pardonné, parce que vous ne saviez ce que vous faisiez. Que l'erreur est prolifique. Il est une profession commune à presque tous les citoyens, c'est l'agriculture, prise dans un sens universel. Les femmes, comme plus faibles et destinées aux soins purement domestiques, ne travaillent jamais à la terre. Leurs mains filent la laine, le lin, etc. Les hommes rougiraient de les charger de quelques métiers pénibles. 3 choses sont spécialement en honneur parmi nous. Faire un enfant, ensemencer un champ, et bâtir une maison. Aussi les travaux des campagnes sont modérés. On ne voit point de manouvrier se fatiguer dès l'aurore pour ne se reposer qu'après le coucher du soleil, porter toute la chaleur du jour et tomber épuisé, implorant en vain une parcelle des biens qu'ils ont fait naître. Était-il une destinée plus affreuse, plus accablante, que celle de ces cultivateurs en sous-ordre, qui ne voyaient après leur labeur que de nouvelles fatigues, et qui remplissaient de gémissements l'étroit et court espace de leur vie? Quel esclavage n'était pas préférable à cette lutte éternelle contre les vils tyrans qui venaient piller leur foyer en imposant des tribus à l'indigence la plus extrême? Cet excès de mépris affaiblissait en eux le sentiment même du désespoir, et dans sa déplorable condition, le paysan accablé, avili, en traçant un dur sillon, courbait la tête et ne se distinguait plus de son bœuf. Nos campagnes fertilisées retentissent de chants d'allégresse. Chaque père de famille donne l'exemple. La tâche est modérée, et dès qu'elle est finie la joie recommence. Des intervalles de repos rendent le zèle plus actif, il est toujours entretenu par des jeux et des danses champêtres. On allait autrefois chercher le plaisir dans les villes, on va aujourd'hui le trouver dans les villages, on n'y voit que des visages riants. Le travail n'a plus cet aspect hideux et révoltant, parce qu'il ne semble plus le partage des esclaves. Une voix douce invite au devoir, et tout devient facile, aisé, même agréable. Enfin, comme nous n'avons pas cette quantité prodigieuse d'oisifs qui, comme des humeurs stagnantes, gênaient la circulation du corps politique, la paresse bannie, chaque individu connaît de doux loisirs, et aucune classe ne se trouve écrasée pour supporter l'autre. Vous concevez donc que n'ayant ni moines, ni prêtres, ni domestiques nombreux, ni valets inutiles, ni ouvriers d'un luxe puéril,
quelques heures de travail rapportent beaucoup au-delà des besoins publics. Elles fructifient en bonne production et de toute espèce, le superflu va trouver l'étranger, et nous rapporte de nouvelles denrées. Voyez ces marchés abondamment pourvus de toutes les choses nécessaires à la vie, légumes, fruits, poissons, volailles. Les riches n'affament point ceux qui ne le sont pas. Loin de nous la crainte de ne point jouir suffisamment. On ne connaît point cette insatiable avidité d'enlever 3 fois plus qu'on ne peut consumer, le gaspillage est en horreur. Si la nature, pendant une année, nous traite en marâtres, cette disette n'emporte point plusieurs milliers d'hommes. Les greniers s'ouvrent, et la sage prévoyance de l'homme a dompté l'inclémence des airs et le courroux du ciel. Une nourriture maigre, sèche, mal préparée et de mauvais suc, n'entre point dans l'estomac des hommes les plus laborieux. L'opulent ne sépare point la plus pure farine pour ne laisser aux autres que le son. Cet outrage inconcevable serait un crime honteux. S'il parvenait à nos oreilles qu'un seul eût ressenti la langueur de la faim, nous nous regarderions tous comme coupables de ces maux, et la nation entière serait dans les larmes. Ainsi le plus pauvre est affranchi de toute inquiétude sur ses besoins. La famine, comme un spectre menaçant, ne l'arrache point du grabat où il goûtait pour quelques minutes l'oubli de ses douleurs. Il s'éveille sans regarder tristement les premiers rayons du soleil. S'il apaise le sentiment de la faim, il ne craint point en touchant les aliments de porter du poison dans ses veines. Ceux qui possèdent des richesses, les emploient à faire des expériences neuves et utiles, qui servent à approfondir une science, à porter un art vers sa perfection. Ils élèvent des édifices majestueux, ils se distinguent par des entreprises honorables, leur fortune ne s'écoule pas dans le sein impur d'une concubine, ou sur une table criminelle où roule 3D. Leur fortune prend une forme, une consistance respectable aux yeux charmés des citoyens. Aussi les traits de l'envie n'attaquent point leur possession, on bénit les mains généreuses qui, dépositaires des biens de la Providence, ont rempli ses vues en élevant ces monuments utiles. Mais quand nous considérons les riches de votre siècle, les égouts, je crois, ne charriaient point de matière plus vile que leurs âmes, l'or dans les mains, la bassesse dans le cœur, ils avaient formé une espèce de conspiration contre les pauvres. Ils abusaient du travail, de la peine, de la fatigue, des efforts de tant d'infortunés. Ils comptaient pour rien la sueur de leur front, et cette crainte affreuse de l'avenir où ils voyaient en perspective une vieillesse abandonnée. Cette violence là s'était tournée en justice. Les lois n'agissaient plus que pour consacrer leur brigandage. Comme un incendie embrase ce qui l'avoisine, ainsi ils dévoraient les limites qui touchaient leur terre, et dès qu'on leur volait une pomme, ils poussaient des cris inextinguibles, et la mort seule pouvait expier un attentat aussi énorme. Qu'avais-je à répondre? Je baissai la tête, et tombé dans une profonde rêverie, je marchais concentré dans mes pensées. Vous aurez d'autres sujets de réfléchir, me dit mon guide. Remarquez, puisque vos yeux sont fixés en terre, que le sang des animaux ne coule point dans les rues et ne réveille point des idées de carnage. L'air est préservé de cette odeur cadavéreuse qui engendrait tant de maladies. La propreté est le signe le moins équivoque de l'ordre et de l'harmonie publique. Elle règne dans tous les lieux. Par une précaution salubre, et j'oserais dire morale, nous avons établi les tueries hors de la ville. Si la nature nous a condamnés à manger la chair des animaux, du moins nous nous épargnons le spectacle du trépas. Le métier de boucher est exercé par des étrangers forcés de s'expatrier, ils sont protégés par la loi, mais non rangés dans la classe des citoyens. Aucun de nous n'exerce cet art sanguinaire et cruel, nous craindrions qu'il n'accoutumât insensiblement nos frères à perdre l'impression naturelle de commisération, et la pitié, vous le savez, est le plus beau, le plus digne présent que nous ait fait la nature. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez vous abonner gratuitement à la chaîne Coin Livre Audio.
N'oubliez pas de liker avec le pouce vers le haut. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire. À bientôt!